Sur la VAE, c'est vraiment une révolution, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Je vois qu'il y a quelques personnes, il n'y a pas que des jeunes, même si on est évidemment ravi de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la traduction. Euh, la VAE, ça permet aux gens de rebondir. Et je fais le lien entre ce que vous dites et évidemment la formation continue. Les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, souvent font une VAE. Et la VAE, pendant un an, vous êtes accompagné. Brest est très en pointe dans ce domaine. Vous êtes accompagné par des spécialistes de l'orientation, etc., qui vous aident à monter un dossier. Ce dossier est une sorte de bilan de compétences, mais énorme. Ça vous prend un an et ça vous force, c'est très pointilleux et c'est extraordinairement formateur. Parce que le fait de mettre tout à plat voilà, permet de repérer des lacunes, vos forces et vos faiblesses et de bien identifier vos besoins. Et ensuite, bah, l'université prend le relais et vous donne. Alors la différence, c'est que si vous voulez, autrefois, on pouvait par exemple vous dispenser d'une matière. Mais c'était un cadeau empoisonné de vous dispenser d'une matière. Si on vous dispense d'une matière où vous êtes très très fort, en fait, en vous dispensant, on vous donne 10. Désormais, on ne vous donne pas 10, on vous donne 14, 17. On regarde le dossier et donc vous partez avec une longueur d'avance en fait. Vous avez donc à passer simplement certaines UE et ensuite et vous avez déjà, par exemple, 14, 13, 12, 17 dans les autres UE. Vous voyez. Donc je tenais à dire un mot là-dessus parce que la VAE, c'est quelque chose qu'il faut défendre, je pense. Il y a l'ESIT et l'ISIT qui sont les deux grandes écoles très prestigieuses, l'école supérieure d'interprétariat et de traduction, et l'une est publique. Voilà, l'une est publique et l'autre fait partie de la Cato de Paris. Elles sont très très prestigieuses, mais elles délivrent désormais aussi des masters finalement. Donc le niveau c'est master. Et il y a en gros une vingtaine de masters, une trentaine de masters en France. Il y en a 13 qui sont regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'AFUMT, l'Association française des formations au métier de la traduction. Et nous, à Brest, on est le petit dernier de ce club très privilégié de formation. Voilà. L'Université de Rennes a joué un rôle très important dans les études de traduction en France et dans la naissance a été à l'origine de la création de cette association de formation. Donc en fait, ça veut dire 30 par 20, 600 800 traducteurs mis sur le marché chaque année. Et Madame l'a dit, il y a du travail. Hein. Par exemple, nous, on est quand même assez fiers d'afficher un taux d'insertion professionnelle de 100%. En gros. Enfin, c'est pas tout à fait 100%, parce que quelquefois, pour des raisons privées, les personnes ne travaillent pas. Mais alors, je crois que l'ISIT recrute dès le bac. Et on se spécialise. Alors en fait, c'est des études où la traduction est très importante, mais tout le monde ne deviendra pas traducteur. C'est des études un peu de type LEA. Certains vont aller plus vers le commerce, etc. Et puis peu à peu, on va recruter ou former même quand même la majorité pour être traducteur. Ils ont un réseau très très fort. Moi, je suis une grande admiratrice de l'ISIT. Tous les jeunes que j'ai eus dans l'entreprise qui sont sortis de l'ISIT étaient bons. Et la filière top de l'ISIT, c'est ISIT droit. Elle est très recherchée. Moi, j'ai eu un second qui avait fait ISIT droit et qui maintenant travaille à la Cour de justice de Luxembourg. Hein. C'est très, très coté. Il y en a peu et c'est très recherché sur le marché. Je ne dis pas de mal de l'ISIT ou des autres formations. Hein. Moi, je vois à part l'ISIT, par exemple, je vois deux grandes façons d'arriver à un master de traduction. Soit vous faites des études de langue, parce que quand même, c'est très formateur pour votre culture générale, ça fait de vous un linguiste. Alors vous avez vous avez le choix entre LLCE et LEA. En LLCE, vous êtes un vrai linguiste. En LEA, vous êtes un linguiste qui parle deux langues, qui travaille deux langues, mais qui aussi apprend des tas de choses en droit, économie, etc. Donc avec une culture, disons, du monde d'aujourd'hui qui peut être utile aussi pour être traducteur. C'est deux voies différentes. Et après cela, en tant que linguiste, vous faites une formation de traducteur. Et là, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, comme le disait Françoise Léveder, vous vous spécialisez dans un domaine. Alors, ça peut marcher, mais ça peut être aussi risqué. Parce qu'au bout du compte, professionnellement, il vous faut des compétences dans un domaine précis.
Autrement, vous avez l'autre voie, par exemple, je sais pas, vous devenez ingénieur, vous devenez juriste, mais là, il faut que vous soyez bilingue, je veux dire, parce que vous ne pouvez pas faire à la fois des études, enfin si peut-être, mais très peu de gens quand même y arrivent. Ça peut être l'autre voie. Vous avez des compétences, vous faites l'inverse, quoi. Vous avez... Alors, si par exemple vous êtes bilingue de naissance, ça peut être parfait. Mais il y a une autre solution. Je ne sais pas pourquoi en France, on a ce culte des parcours totalement rectilignes, hein, mais c'est insupportable à la fin. On a l'impression que quand quelqu'un redouble, c'est un désastre. Quand il arrête 1 an ou 2 ans pour aller se former à l'étranger, c'est un désastre. Enfin, moi, j'ai envie de dire pratiquement aux jeunes, mais si c'est vers là que vous voulez aller, éliminez le problème de la langue une bonne fois pour toutes. Partez, par exemple, après votre bac, ou mieux, peut-être après votre première année. Comme ça, vous savez ce que c'est que la fac, vous savez ce qui vous attend en retour. Jurez-vous de ne pas changer d'avis et d'être tenté par la vie active, mais partez à l'étranger. C'est pas à la fac de Brest que vous allez apprendre l'anglais, ni à la fac de Rennes, ni ailleurs. Vous allez apprendre à apprendre, mais la langue elle-même, il faut quand même comprendre qu'un traducteur, c'est quelqu'un qui a un très haut niveau dans la langue de laquelle il traduit. Ou la langue qu'il traduit, pour parler français. Parce que c'est vrai qu'on dit traduire vers, traduire de, en fait. On pourrait dire traduire une langue dans une autre, et ce serait aussi bien, voire mieux. L'idéal, ce serait un bac S avec une sensibilité littéraire et un vrai goût pour le texte. Moi, je vais m'en aller là, mais juste un mot sur les études pour être interprète. Les interprètes, encore plus que les traducteurs, ont besoin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir un bagage de culture générale important. Donc, il y a les 2 écoles, pour le coup. Il y a l'ESIT et l'ISIT pour les interprètes. Et l'ITIRI, à Strasbourg. Oui, et l'IPLV d'Angers. L'IPLV d'Angers et la formation est bien aussi. Et en plus de ça, la crème de la crème, si je puis dire, c'est de faire un petit coup de Sciences Po avant. Parce que justement, ça donne l'ouverture nécessaire et la culture générale nécessaire. Tout ce qui peut apporter une ouverture est important dans ce métier et a fortiori dans l'interprétation, parce que vous n'avez pas le temps, quand vous interprétez, d'aller chercher l'information. Si vous voulez, par exemple, chaque année, en M2, on refuse des gens qui n'ont pas suffisamment de séjours à l'étranger. C'est tout. Point final. Il y a deux motifs d'exclusion. Ce sont les gens qui arrivent là et qui disent « je voudrais faire de la traduction ». Ah oui, c'est bien, et pourquoi ? Moi, je sais pas, j'aime bien les langues, j'aime bien l'ouverture à l'autre, enfin toutes les tartes à la crème. Et on leur dit, mais vous connaissez les traducteurs ? Ah ben non. Alors ils viennent là, ils ont fait tous ces efforts pour arriver jusque-là, ils n'ont jamais eu la curiosité d'aller voir Madame Lévéder, de prendre l'annuaire, de se dire est-ce que vous voulez bien me recevoir, est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce que c'est que votre métier, de venir à une réunion comme celle-ci, c'est quand même surprenant, c'est impardonnable, je dirais. Dans ce cas-là, on leur dit, bah écoutez, revenez l'année prochaine, mais au moins vous saurez vers quoi vous vous dirigez. Et le deuxième motif d'exclusion, c'est une méconnaissance non seulement de la langue, mais des cultures étrangères. Et on ne peut, j'affirme, je suis prof d'anglais d'abord à l'origine, j'affirme qu'on ne peut pas, c'est pas sérieux, on n'est pas un linguiste et on n'a pas vécu au moins 1 an à l'étranger. Moi, personnellement, j'ai vécu 2 ans au Pays de Galles. C'est indispensable. J'étais un très bon élève, j'avais fait, si vous voulez tout savoir, j'avais fait Normal Sup. Bon, eh bien, j'ai quand même passé deux années à l'étranger après. J'étais un très bon angliciste. Et ben, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis rendu compte que je ne parlais pas anglais. Je veux dire, je parlais l'anglais de France, mais ce n'est pas ça l'anglais. Et puis, les langues qu'on apprend dans l'enseignement, les langues scolaires, ne sont pas les langues du quotidien. Et pour pouvoir faire passer ce qu'on disait tout à l'heure, d'une langue à une autre, avec les nuances, les subtilités de la langue, des références culturelles, ça ne peut pas se faire si on n'est pas en contact de ce bain linguistique-là et de ces références culturelles-là. Donc il faut vraiment être dans ce monde-là pour pouvoir appréhender tout ça. Attends, ne faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Quand vous allez à l'étranger, passer 1 an, par exemple à 18, 19, 20 ans, d'abord c'est très formateur sur le plan de la personne, enfin, etc. Mais vous n'êtes pas dans la position du travailleur immigré qui arrive adulte dans un pays et pour qui l'immersion ne marchera pas aussi bien, parce que lui, il est déjà structuré.
et il n'a pas appris à apprendre une langue. Vous avez un avantage énorme. Pendant tout le lycée, vous avez quand même appris l'anglais. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire du mal de mes collègues qui enseignent les langues. Ils font un travail qui est tout à fait remarquable, parce que quand même, les gens ont un niveau très très correct, et surtout, ils ont tout ce qu'il faut pour devenir de vrais bilingues. Mais ils ne le deviendront pas sur les bancs de l'école ou sur les bancs de l'université. On ne devient bilingue qu'au bout d'1 an, et je dirais même 2 ans à l'étranger. Et si c'est vraiment ça qu'on veut faire de sa vie, il faut le décider, jeune. Il faut partir. On peut partir comme au pair. Hein. Moi, j'ai même des garçons qui sont partis comme au pair, évidemment. Ça a changé leur vie. Aujourd'hui, ils travaillent tous dans le monde des langues. Prof, nous, par exemple, à Brest, c'est un master français-anglais. Alors, si les gens ont d'autres langues, et c'est souvent le cas, nous, ce qu'on leur dit, c'est, écoutez, tous les savoirs techniques que vous avez acquis dans votre formation, dans la paire de langues français-anglais, vous pouvez bien évidemment les transférer vers une autre paire de langues si vous maîtrisez cette autre langue. Donc, on leur fait même un certificat disant qu'ils sont capables de faire ce transfert, et on leur permet, dans le cadre de certains modules et dans le cadre de leur stage, de faire même, de travailler cette autre paire de langues. Mais en fait, on peut vivre, je pense, Françoise, on peut vivre d'une... Il ne faut pas trop multiplier non plus, parce qu'il faut être spécialiste. Donc, on ne peut pas papillonner partout. Connaître plusieurs langues, de toute façon, est enrichissant. Mais travailler, je vois de temps en temps une personne, oui, qui prétend, je dis bien prétend, travailler dans 40 langues. J'ai du mal à croire. Non, ça... Ou alors elle fait du Google Translate. Non. Surtout que l'essentiel, c'est pas la maîtrise des 2 langues étrangères ou des 10 ou des 40, c'est la maîtrise du français. Rappelez-vous ce qu'on a dit au tout début de cette rencontre. Connaître des langues, des caractéristiques, c'est toujours enrichissant. Maintenant, pour gagner sa vie, une paire, donc 2 langues, anglais vers le français, allemand vers le français, chinois vers le français, ça se fait très bien. Mais c'est sûr que dans la paire de langues la plus classique, anglais-français, nous sommes beaucoup plus nombreux. Coréen vers le français, j'écoutais une vidéo que notre collègue avait présentée il y a quelques temps. Je crois qu'il n'y a que 2 traducteurs coréens vers français en France. Donc ça vous donne une idée. Alors je reviens, c'est la même chose. Il n'y a pas un cursus. On est attaché à un cursus, mais il n'y a pas un cursus. Le cursus qui valide les compétences, c'est le master français, interprétation français, langue des signes française. Il y a 5 masters en France, Toulouse, les IT dont on a parlé tout à l'heure, Paris 8 et Lille 3. Et Rouen, j'ai oublié un. Et Rouen. Et j'espère bientôt Brest. Voilà. Et pour arriver à ce master, il faut être bilingue. Après, c'est une question de spécialisation. Est-ce qu'on a envie plutôt de spécialiser pareil dans la biologie, dans le droit, médical, voilà. Si on a un intérêt, si on a une passion. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas une spécialisation particulière. Je fais un petit peu de tout. J'ai des choses où je me suis quand même spécialisée en post-formation. Mais la condition sine qua non, c'est d'arriver bilingue. Parce que vraiment, les 2 années de master sont uniquement sur les techniques d'interprétation et de traduction. Finalement, c'est un point commun avec nos formations. Oui, mais c'est le même. On ne fait plus de la formation en anglais. Si vous voulez, à ce stade-là, on n'enseigne plus que les techniques. C'est trop tard pour l'anglais. Ouais. C'est pour ça qu'on exige un bon niveau d'anglais. Il faut être bilingue. Il faut être bilingue. Donc là, c'est pareil, bilingue, ça veut dire qu'on maîtrise la langue des signes. On maîtrise la langue des signes. Et donc, maîtriser la langue des signes, ça dépend où on se situe. Il y a des universités qui le proposent dès la licence et d'autres pas du tout. Auquel cas, il faut se former dans des associations en espérant qu'elles suivent le cadre européen des langues, d'enseignement des langues, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, il y a cette vigilance-là quand même à avoir. Non. Tout est possible. On a plein d'étudiants du master qui ont plus de 40 ans. Au contraire, c'est les meilleurs étudiants, souvent, parce que
pour plein de raisons. Ils ont vécu, donc ils ont plus de connaissances, ils ont plus parfois de bon sens, et puis ils ont surtout une très forte motivation. Et moi, je leur rends hommage parce que dans les groupes, ils tirent tout le monde vers le haut, si vous voulez. Par exemple, à 21 ans, on peut être encore un peu indiscipliné, etc. Et là, alors, les gens de plus de 40 ans, ils sont là, écoute, nous, on n'a qu'un an pour faire cette formation, alors tu écoutes, tu travailles, etc. C'était mon cas. Non, mais c'est bien, parce que, bon, non, 40 ans, tout est possible. Mais par contre, c'est peut-être plus difficile quand on a 40 ans de partir à l'étranger un an, de financer ça. Mais à ce moment-là, je sais pas, on est malin, on trouve un job, enfin, tout est possible. Tout est toujours possible. Moi, je pense que tout est toujours possible. Hein, j'ai encore heureux. Du coup, parce que j'ai eu ce parcours-là aussi de travailler avant de faire cette formation de master, je trouve que l'enseignement fait écho sur ce qu'on a pu travailler, tout. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais forcément l'enseignement fait plus écho que quand on est dans un cursus scolaire et qu'on arrive là en ayant un esprit de scolaire. Au moins, quand on arrive dans une formation de master et qu'on a déjà travaillé, déjà côtoyé, déjà eu ce bain linguistique et culturel, forcément, les techniques d'interprétation, elles font écho et on arrive à se détacher plus et à rentrer vraiment dans ce que demande la technicité d'interprétation et de traduction.